Vous écoutez Sans détour, le podcast de Geninem, avec le soutien de notre parrain Bernet et Associés. Ici, vous trouverez des témoignages authentiques d'entrepreneurs suisses romans, des hommes et des femmes qui, à un moment clé de leur parcours et parfois à répétition, ont choisi de faire les choses autrement. Ils et elles partagent, sans détour, leur expérience entrepreneuriale, leur vision du business et de la vie. Sans plus attendre et sans a priori, entrez donc avec nous dans le monde fascinant des entrepreneurs. Nous recevons aujourd'hui Vincent Privet, responsable des opérations chez Néo. Alors Néo, c'est quoi ? C'est une entreprise de services fondée en 2017 qui est aujourd'hui tout simplement le leader de la transaction immobilière en Suisse. L'enjeu a été d'amener une nouvelle solution pour vendre son bien immobilier avec deux différences majeures. D'abord en forfait fixe et ensuite l'utilisation du digital. Vincent va nous raconter comment il découvre l'entrepreneuriat dans le cadre de ses études à HEC Lausanne, comment il remporte le prix Start avec son projet Question Me, puis comment il va rejoindre Néo au tout début de cette aventure. Il va nous raconter comment on passe d'une entreprise de 3-4 personnes en 2017 à 70 aujourd'hui et plus de 300 demain. On parle transparence, chiffres, recrutement, valeur, motivation et croissance. Bonjour Vincent, bienvenue dans ce podcast. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Je m'appelle Vincent, j'ai 28 ans, j'habite à Lausanne, donc je m'occupe des opérations chez Néo en ce moment. J'ai commencé ma carrière par les études à HEC Lausanne en 2010. Donc j'ai commencé avec un bachelor en management. Et puis à la fin de ce bachelor, je ne savais pas trop quoi faire, donc j'ai commencé par un stage ensuite chez Crédit Suisse et ensuite un stage chez Deloitte en audit. Et au cours de ce stage, de ce dernier stage, on a eu la chance avec 3 autres amis de gagner le concours Start, qui était un concours d'entrepreneuriat organisé à l'Université de Lausanne et le PFL, ce qui nous a permis de récupérer les fonds nécessaires pour lancer une première start-up qui s'appelait Question Me, qui était un média en ligne dédié aux 18-30 ans et qui permettait le business model c'était basé sur les études du marché et le native advertising. Et par la suite, j'ai travaillé dans le groupe de la Rive, en analyse immobilière, et c'est là qu'est né le projet Néo, justement dans les locaux du groupe de la Rive, et c'est mon activité maintenant depuis 4 ans, donc je m'occupe des opérations dans la startup Néo. On reviendra après sur Néo. J'ai une question par rapport à Question Me. Pourquoi tu as décidé d'entreprendre à ce moment-là ? Ça nous est un petit peu tombé dessus. Je connaissais pas grand-chose à l'entrepreneuriat avant la 3e année de bachelor, et c'est à ce moment-là qu'on a eu un cours d'entrepreneuriat à l'Université de Lausanne, et c'est là que j'ai découvert en fait que il y a autre chose que rentrer en graduate programme dans des grandes entreprises, et ça m'a toujours titillé un petit peu. Et pendant les stages, j'ai remarqué que c'était pas forcément des structures qui étaient pour moi, qui étaient des structures où évidemment il y a des conditions qui sont assez favorables, qui sont assez développées, mais pour lesquelles on va, surtout lorsqu'on rentre dans sa carrière, avoir peu d'impact, avoir peu d'éléments qui nous permettent de changer les choses, de bouger les choses. Et puis au final, en parallèle, tout simplement, c'était le concours Start à l'Université de Lausanne, où on avait vu déjà un collègue qui est passé chez vous, Alessandro, qui avait gagné l'année d'avant. Et on s'est dit, on peut essayer, on va essayer. Donc on a essayé avec 2 projets, et puis un des 2 a été retenu, c'était Question Me. Et c'est un peu ça qui nous a lancé, je dirais, directement. En quelques mots, Question Me, c'est quoi ? Alors Question Me, c'était un média en ligne dédié aux 18-30 ans qui permettait de s'informer sur l'actualité, mais tout par le biais de questions, par le biais de sondages dans lesquels en fait on avait les étudiants en Romandie, puis petit à petit les 18-30 ans en Romandie. Et à ce moment-là, les gens venaient sur le site, répondaient à des questions, s'informaient sur l'actualité, mais en même temps pouvaient aussi gagner des bons, gagner des prix chez nos partenaires. Et puis le business model de Question Me était tourné autour de 2 éléments, c'était le native advertising, c'est-à-dire qu'on proposer des campagnes publicitaires à nos clients qui étaient des sociétés soit régionales, soit nationales sur la plateforme. Puis le deuxième point, c'était l'étude de marché, parce qu'on avait un format de sondage, un format de questions qui nous permettait justement de récupérer des insights sur cette tranche d'âge et puis ensuite de pouvoir faire des études de marché pour les clients. Qu'est-ce que tu retires de cette première expérience entrepreneuriale ? Alors, beaucoup de choses. J'en retire premièrement le goût de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que j'ai eu envie de rester dans ce milieu, de pouvoir être dans un milieu où on peut voir potentiellement une opportunité, un problème sur le marché à résoudre. Et je pense que c'est un des éléments sur lesquels on a pu, en étant très jeune, donc j'avais 21 ans à l'époque, remarquer qu'on peut, en quelque temps, notamment grâce à la puissance du digital, changer des éléments sur le marché. Donc ça, c'est un des éléments, c'est le goût de l'entrepreneuriat, c'est le goût de pouvoir continuer dans des structures qui sont potentiellement plus petites que les structures dans lesquelles j'avais débuté ma carrière. Et après,
plein d'apprentissages, notamment sur comment designer un produit, comment analyser un marché pour pouvoir apporter le produit sur ce marché, comment faire ses premières ventes aussi, donc toute la science de la vente, la science du démarchage, de la commercialisation, parce que moi je m'occupais plutôt de cette partie-là, et aussi pas mal d'éléments sur le marketing. Donc c'est là qu'on a appris nos premières bases avec les campagnes Facebook à l'époque, les campagnes Google, etc. Donc je dirais chaque département qu'on peut voir dans une entreprise, on l'a un petit peu étudié, et ça nous a permis de vite tester et faire des erreurs sur ces sujets sans forcément avoir un énorme impact. Et comment t'es arrivé chez Neo? Alors Neo, le projet Neo en fait est né dans le groupe de la Rive, et puis moi j'étais employé dans le groupe de la Rive à l'époque, en parallèle de QuestionMe, et c'est tout simplement en fait le cofondateur Eric est arrivé dans les bureaux, et puis moi j'ai vu ça un petit peu de loin, puis je me suis intéressé assez rapidement au projet et à ce qu'il faisait, et c'est par cette occasion, au final, qui m'a proposé de rejoindre l'équipe et de commencer à travailler sur le projet lorsque j'étais encore employé au groupe de la Rive. Et puis après, petit à petit, le projet Neo a assez vite grandi. Et naturellement, en fait, je suis allé ensuite 100% dans le projet. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui chez Neo? Aujourd'hui, chez Neo, je m'occupe des opérations sur le marché suisse. Donc les opérations, ça comprend tout ce qui est commercial. Donc c'est la gestion de tous les agents, de tous les courtiers sur le marché, de tous les assistants et les coordinateurs de vente, ce qui représente environ 35-40 personnes en ce moment. Et au total, chez Neo, il y a combien de personnes? Alors au total, maintenant, je crois qu'on a passé la barre des 70 personnes, avec l'objectif d'être environ 300 personnes dans 3 ans. Donc on est bien avancé, parce que ça fait 4 ans maintenant que la société a été créée, mais il y a encore pas mal à faire, ce qui rend aussi le projet excitant, parce qu'on continue à vouloir se développer. Quelle a été la réaction en fait des acteurs traditionnels? Alors, il y a eu une réaction, donc ça c'était déjà un bon signe de notre côté sur le marché. La réaction, elle a évolué, je dirais. Au début, on était vraiment une petite entreprise. On arrivait sur un marché dans lequel vous avez des acteurs qui sont déjà très très bien établis, tant sur le marché suisse alémanique que suisse romand. Donc au début, je pense qu'on était un petit peu moins considéré que ce qu'on est maintenant, d'autant plus que la société a évolué, la société a grandi. Donc au début, je dirais c'était plutôt une observation du marché, pas forcément un questionnement complet. Et petit à petit, lorsque le marché a vu, effectivement, le marché nous a accueillis, parce que maintenant on est dans le top, dans les leaders des sociétés immobilières en Suisse sur la transaction immobilière. Là, je dirais que maintenant les acteurs traditionnels considèrent plutôt notre solution et remarquent effectivement que c'est un modèle qui peut, à mon avis, coexister sur le marché, qui n'est pas forcément un modèle à combattre. Mais après, je ne connais pas non plus toutes les réflexions à l'interne des sociétés, mais on a une relation, je dirais, qui est assez distante par rapport à leur modèle. Mais à mon avis, c'est des modèles qui peuvent coexister sur le marché. Et au niveau opérationnel, comment est-ce qu'on passe de 3 personnes à 70? Il y a plusieurs étapes, justement, sur l'évolution. Alors, 70, c'est le total de la société pour l'instant. Au niveau opérationnel, on est 35-40 personnes. Mais pour avoir vu, justement, l'évolution de la société depuis le début, je dirais qu'il y a à peu près 3 grands paliers. Il y a un premier palier, à mon avis, à 8-10 personnes. Donc quand on commence à 2-3 personnes, on arrive à 8-10 personnes. Ça, c'est un premier palier. Le deuxième, je pense qu'il est entre 17 et 20 personnes. Et puis après, le troisième, il évolue, je pense, beaucoup en fonction des différents types d'industries ou des sociétés. Mais pour nous, il a été, je pense, à partir de 40-50 personnes. Ce sont vraiment les 3 étapes qu'on a pu voir pour l'instant. Et qu'est-ce qu'elles ont de différentes, ces 3 étapes? Alors, au niveau de différence, au début, quand on est justement 2, 3, 4 personnes sur le projet, on fait un peu de tout. Donc ça ressemblait effectivement à mon expérience précédente, c'est-à-dire qu'on va être impliqué, toutes les personnes vont être impliquées dans beaucoup de décisions. On va beaucoup donner son avis, on va être au courant de presque 100% de ce qui se passe, que ce soit au niveau vente, marketing, au niveau du développement aussi, donc le développement digital. On va vraiment être impliqué là-dedans. Et à 8-9 personnes, le premier palier, il arrive parce qu'on commence à se responsabiliser, c'est-à-dire on commence à avoir des responsabilités propres et on commence à je dirais, esquisser les bribes de ce que seront les départements dans le futur. Et ça, c'est un élément qui change déjà pas mal la dynamique, dans le sens où on va fonctionner plus par projet, on va mettre des personnes qui sont responsables chacune des deadlines et des priorités, et en même temps, on va commencer à être moins impliqué dans tous les éléments, ce qui fait que les relations aussi entre les personnes, elles changent un peu, et on laisse, je dirais, un peu plus d'air, et on se spécialise un petit peu plus. Ensuite, l'étape de 17, 18, 20 personnes, c'est une étape où là, on commence vraiment à passer, je dirais, dans la partie spécialisation. C'est-à-dire qu'on
on a beaucoup de profils normalement qui sont assez généralistes au début. Et à 17-18 personnes, on commence à recruter des personnes qui vraiment peuvent nous apporter une compétence vraiment spécifique. C'était le cas notamment en marketing, où lorsqu'on a commencé à développer toute la partie opérationnelle pour chercher des agents d'expérience, des personnes qui avaient fait ce métier dans des sociétés traditionnelles aussi et qui nous ont apporté une autre vision. Donc ça, c'est vraiment un point où, en plus de la formation des départements, c'est la spécialisation des profils qui fait que ça se développe. Et puis après, je dirais le troisième palier qu'on a vécu, je dirais c'est plutôt un changement en termes de structure, de processus et en même temps de culture d'entreprise, dans lequel effectivement, quand on est 40-50 personnes, d'autant plus que l'évolution à 40-50 personnes de notre côté, elle était pendant le Corona. Donc on a eu justement beaucoup de nouvelles personnes qui sont rentrées, qui ne se connaissaient pas forcément, parce qu'on a eu moins d'événements d'entreprise, on a eu moins de contacts. Et là, c'était un point où on a beaucoup travaillé aussi sur comment façonner notre culture d'entreprise et comment faire en sorte que les managers qu'on mettait en place, qui n'étaient plus forcément les personnes qui ont confondé la société, puissent aussi véhiculer les valeurs, véhiculer la culture qu'on avait et de pouvoir la faire persister dans les prochains mois. Alors là, on a parlé des différents paliers que l'entreprise a rencontrés en fonction de sa croissance. Quelles ont été les difficultés qui ont été rencontrées au cours de ces 4 premières années? Au niveau du changement de structure, la première difficulté, mais c'était peut-être aussi de personnel, c'était justement de comprendre que lorsqu'on se spécialise, lorsqu'on grandit, on ne peut pas forcément être au courant de tout. Et de pouvoir justement se spécialiser, laisser des personnes sur leurs propres projets et puis commencer à faire des collaborations plutôt entre départements et laisser justement des projets complets entre départements plutôt que de tout faire à 5, à 6 personnes. Donc ça, c'était un des premiers points, je pense, qu'on a dû se réajuster pour pouvoir avancer plus vite et puis pouvoir commencer à être un peu plus efficient dans nos processus. C'est difficile à faire? Non, je pense pas que c'est difficile à faire, ça dépend beaucoup des personnes avec lesquelles on travaille, mais au final, nous, la façon dont c'est structuré, on a toujours essayé de structurer selon certaines valeurs, certains principes. Un des principes, c'était par exemple l'efficience, c'est-à-dire qu'on essaye de ne pas dupliquer les postes, de ne pas dupliquer les départements, notamment par région, parce que ça, c'est un des éléments. Nous, on est présent sur le marché suisse alémanique et suisse romand, puis on a essayé d'éviter d'avoir 2 personnes qui s'occupent des opérations, 2 personnes dans le marketing, et on essaie justement de trouver un moyen d'avoir des processus qui sont assez efficients. Donc ça peut amener quelques casse-têtes justement sur le processus. Au fur et à mesure de la croissance de Neo, vous avez engagé de plus en plus de spécialistes. Au début, vous sourciez principalement des généralistes ou ça s'est fait différemment? Je dirais qu'on ne le faisait pas forcément exprès, à mon avis, mais je dirais qu'au début, on fait à peu près avec ce qu'on a, dans le sens où on va souvent, et c'était un petit peu le cas avec Question Me, s'associer ou recruter tout simplement des personnes beaucoup sur la personnalité et puis sur le multitasking. On va plutôt rechercher des personnes qui sont curieuses, qui sont dynamiques, qui peuvent apporter plusieurs choses, parce qu'effectivement, on n'a pas encore un développement de société, ni les ressources qui sont liés au développement, qui nous permettent d'avoir une personne spécialisée en marketing digital, une en marketing offline, une en communication. Donc on va chercher effectivement des profils qui sont un peu plus variés. Et petit à petit, la société grandissant, là effectivement, on remarque aussi qu'on peut avoir des projets entiers qui concernent la communication, des projets entiers qui concernent les évaluations, par exemple pour le domaine opérationnel ou la gestion des acheteurs ou la gestion des vendeurs. Mais ça va beaucoup, à mon avis, avec le volume qui grandit dans la société. Mais pour revenir à ta question, effectivement, on était plus enclin à amener justement des généralistes, aussi des personnes peut-être un petit peu plus jeunes au début, et ensuite on est allé vers la spécialisation. Et ces premières personnes qui sont rentrées aujourd'hui, elles sont toujours, toi tu es toujours là, mais les autres, elles sont aussi toujours là? Oui, ça c'est le grand bonheur un petit peu qu'on a chez Neo, c'est que le taux de rétention, le turnover en fait des employés est très bas, c'est-à-dire qu'il y a presque toutes les personnes qui étaient là au début, qui sont restées et qui justement ont évolué et sont développées au sein de la société. Elles se sont spécialisées? Effectivement, on s'est spécialisé dans le sens où, moi par exemple, je m'occupais un petit peu de tout, c'est-à-dire que je travaillais beaucoup avec Steve, notamment Steve Savio sur la partie marketing. J'ai eu des rendez-vous clients, je me suis occupé aussi de designer une partie du produit, de pouvoir discuter avec l'équipe de développement. Donc tous les profils, Eric notamment le CEO aussi, on s'est petit à petit spécialisé en fonction soit des départements qu'on
qu'on a pris en charge, soit tout simplement en fonction de ce que le client avait besoin. C'est-à-dire qu'on a aussi développé et structuré notre société beaucoup en fonction du processus client, parce qu'on reste une société de service avant tout, on n'est pas une plateforme, on est une société de service qui utilise les outils du digital pour justement proposer cette offre, et donc ça a beaucoup évolué en ce sens. On sait que pour les entreprises, c'est un gros challenge de conserver ses talents et de fidéliser ses collaborateurs. Comment toi tu expliques qu'aujourd'hui, il y a un gros taux de fidélité chez Neo? Plusieurs points. Je dirais le premier, ça reste beaucoup les valeurs qu'on a à l'interne, le mindset et comment est-ce qu'on traite chaque personne qui est chez Neo. C'est-à-dire que je dirais implicitement, on a mis une hiérarchie qui est assez plate. C'est-à-dire qu'on a très peu de leviers et de niveau de hiérarchie, ce qui fait que même si on est un stagiaire, même si on est un premier employé, même si on est quelqu'un qui a moins de 25 ou 30 ans, on va être directement impliqué. On a une des grandes valeurs, c'est la transparence, c'est-à-dire que beaucoup d'informations au sein de l'entreprise vont être partagées, puis on va vraiment emmener la majorité des employés, même tous les employés, sur notre vision, qui est vraiment de pouvoir apporter quelque chose de nouveau sur le marché, de pouvoir améliorer cette expérience client qui est la vente immobilière, qui était un élément qui avait été peu transformé, peu challengé, je dirais, sur les 20 dernières années. Et je pense que c'est plusieurs points, mais c'est beaucoup les valeurs, comment on se comporte à l'interne, et puis après aussi le projet qui se développe, qui est continuellement en développement, en croissance, et puis qui permet justement d'avoir une motivation accrue, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il y aura dans les 2, 3, 4 prochains mois, et puis c'est assez excitant de savoir qu'on va pouvoir participer à ce projet. Le projet, il est clair quand on vous rejoint. Comment les valeurs, elles sont véhiculées? Est-ce qu'elles sont explicites? Elles sont explicites. Alors, il y a une première partie, c'est le recrutement, c'est-à-dire qu'on va aussi faire beaucoup on va prêter beaucoup d'attention en fait aux différentes valeurs et à la personnalité des personnes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui potentiellement avaient les compétences techniques, mais elles n'ont pas passé le cut des valeurs et de la personnalité, parce qu'on savait que dans les échanges, que ce soit les échanges avec nos clients ou les échanges à l'interne, c'était quelque chose qui ressemblait pas à l'essence Neo. Et ensuite, la façon dont on les véhicule, évidemment, elles sont affichées, elles sont dès le premier jour expliquées, elles sont aussi, je pense, tout simplement véhiculées aussi beaucoup par les cofondateurs, par le management, qui se doit un petit peu de montrer l'exemple. Et c'est des éléments, justement, on se force et puis on s'oblige justement à respecter ces éléments. Et tout naturellement, après, les nouvelles personnes qui arrivent le comprennent et se joignent au projet. Et normalement, ça se fait assez implicitement. Je suis très sensible à cette idée de mettre en avant les valeurs lors du recrutement. Du coup, qui fait le recrutement chez Neo? Alors, il est en deux parties. En premier lieu, c'est quand même le département RH, parce que c'est des personnes qui, justement, vont faire tout le filtre au niveau des premiers éléments qui sont assez rationnels, et ensuite en termes de compétences. Et rapidement, en fait, le manager qui va ensuite gérer la personne va être impliqué. Donc, on a des premiers entretiens qui sont avec les ressources humaines, qui sont les entretiens classiques. Ensuite, on a directement les entretiens avec le manager qui recrute, qui va faire des études de cas, mais directement aussi des visios. Avec le Covid, on est vite passé sur les entretiens vidéo. Et de toute façon, à la fin, c'est des entretiens qui sont sur place et dans lequel le potentiel employé va aussi rencontrer des personnes qui seraient soit ses collègues, soit des personnes qui ont travaillé dans un autre département, et dans lequel on va aussi les laisser tout seuls dans la salle pour qu'ils puissent librement poser leurs questions et voir un petit peu l'ambiance et voir un petit peu la philosophie qui est véhiculée à travers les employés qui seraient là pour répondre à leurs questions. Tu insistes beaucoup sur les valeurs et la culture de Neo. C'est souvent quelque chose d'assez conceptuel. Comment ça se matérialise ça dans le quotidien, d'abord des recrutements et ensuite dans le day-to-day? Alors dans la partie recrutement, elle se matérialise tout simplement par le fait qu'on affiche en fait nos valeurs, c'est-à-dire qu'on affiche la transparence, l'équité, l'humilité. Ça, c'est nos 3 valeurs principales qui nous guident. Donc c'est des éléments qui sont sur le site, que les différents job descriptions ont aussi, c'est-à-dire qu'on va expliquer en premier lieu l'histoire de Neo, sur quoi on se base pour pouvoir créer chaque modèle, créer chaque offre. Ensuite, dans la partie recrutement, je dirais, elle ne se matérialise pas énormément au début, mais elle se matérialise plutôt vers la fin, une fois qu'on a passé l'écueil de toutes les compétences techniques et du profil, je dirais, plus rationnel. Et là, ça va se matérialiser par les échanges que le candidat peut avoir avec des personnes qui travaillent déjà, qui ne sont pas forcément là dans le processus de recrutement, mais qui vont pouvoir raconter comment est-ce qu'ils vivent leur expérience Neo. Et puis ensuite, on a beaucoup aussi d'études de cas. C'est-à-dire qu'on va, sur la base des valeurs, sur la base de chaque profil qu'on a besoin, créer des questions qui sont types, qui leur
pose par exemple, dans cette situation, si jamais c'est des positions de management, vous avez un employé qui arrive et qui a cette requête, comment est-ce que vous allez vous comporter? Et puis notamment avec les ressources humaines, on va aussi pouvoir facilement analyser le type de réponse et voir si oui ou non ça rentre avec ce que l'on ferait et si c'est si c'est de la transparence, de l'équité ou de l'humilité. Puis après au niveau interne, de nouveau, c'est affiché à l'interne, c'est affiché dans nos communications. Puis je pense que c'est beaucoup par l'exemple aussi du management et d'Eric, notre CEO, c'est-à-dire qu'on va partager les informations, on va pas cacher certains points sous prétexte que c'est des personnes qui sont N-2, N-3. On va baser beaucoup de nos décisions aussi au niveau commercial sur la transparence et l'équité, c'est-à-dire que parfois, on va effectivement rembourser des clients si on considère que la prestation, elle n'a pas du tout été remplie et on ne peut pas se regarder dans le miroir et penser effectivement qu'on devrait facturer juste parce que c'était écrit dans le contrat. Donc, on a beaucoup de nos offres et puis je pense que c'est le modèle aussi, c'est-à-dire que le forfait fixe, lorsqu'on vend une maison à 800 000 francs ou 1,4 million, eh bien, paradoxalement, on n'a pas forcément plus de travail pour la maison à 1,4 million et on a effectivement des cas où les maisons plus chères, les maisons qui sont sur des marchés qui sont aussi plus dynamiques, par exemple le centre de Genève, vont partir plus vite, vont avoir plus de traction et vont procurer moins de travail à nos équipes qu'une maison potentiellement à 800 000 francs sur d'autres marchés. Ce qui fait qu'effectivement, rien que le modèle sur lequel on a construit notre offre commerciale est un modèle qui respecte nos valeurs, qui est l'équité et la transparence. Et ça, parce que tu nous as parlé des différentes phases, moins de 10 employés, 17-20 et puis plus, ça reste le socle, ces valeurs? Oui, ça reste le socle. Et c'est justement quand on fait la rétrospective des personnes parfois soit qu'on a dû malheureusement licencier, soit des personnes qui sont parties, il y a beaucoup de cas où on remarque effectivement que la personnalité de la personne, les valeurs, les volontés de la personne n'étaient pas en lien avec la façon de fonctionner. C'est-à-dire que c'est des personnes qui potentiellement avaient des compétences techniques assez établies, qui avaient des compétences et des performances surtout, mais au bout d'un moment, tout simplement, la façon et la philosophie, la vision de l'entreprise n'était plus en lien avec cette personne. Et c'est, je pense, la majorité des départs qu'on a eu chez Néo. Toutes ces valeurs qui ont l'air très centrées sur l'humain, puis des valeurs très, très honnêtes au final, d'un côté, et en parallèle, une vitesse quand même de croissance qui va très très vite, c'est compatible? Je pense que c'est compatible, effectivement. La croissance qu'on a observée, la croissance qu'on a toujours, à mon avis, vient de là. C'est-à-dire que on a plusieurs explications à la croissance. C'est au niveau rationnel, c'est effectivement l'adéquation de notre offre avec le marché, c'est les investissements qu'on a pu mettre sur le marché, c'est la compétence aussi technique qu'on a récupérée des différentes personnes. Mais il y a un élément, c'est aussi la motivation de chaque personne. C'est-à-dire que les 70 personnes qui composent Néo sont quand même des personnes qui, quand elles se lèvent le matin, elles viennent faire partie d'un projet et elles sont, on le remarque aussi, force de proposition, même si c'est un élément qui est très générique, même le ou la stagiaire, même les premiers employés ont tout de suite des responsabilités qui sont assez grandes et qui prennent à cœur et qui vont justement pouvoir aider à apporter des nouvelles solutions. Donc je pense que on peut se développer rapidement et en même temps garder des valeurs qui restent très humaines. On revient un peu toujours sur le même sujet, mais à 5, communiquer, transmettre ses valeurs, tout ça, c'est simple. À 50, et quand on est dans différents bureaux, comment on arrive à garder cette transparence dans les équipes et comment on communique les informations pour que le niveau d'information soit à peu près identique pour tout le monde? On a beaucoup utilisé les outils digitaux. Alors paradoxalement, on parle d'humain, et puis là je prends les outils digitaux, mais effectivement, principalement aussi dû au Covid, on a été obligé de changer un petit peu notre manière de faire. On s'est beaucoup moins vu. Là, ça recommence effectivement grâce à la vaccination. Donc, on peut justement se revoir, faire des événements entre équipes, entre entreprises. Les divers éléments qui nous ont permis dans les 18 derniers mois de continuer à véhiculer ces valeurs et puis les différentes informations, c'est l'outil de messagerie interne, le fait de pouvoir se forcer à discuter ensemble, de pouvoir créer des groupes de discussion sur certains sujets, ce qui potentiellement au début, on va s'orienter sur la résolution d'un problème ou sur l'optimisation d'un processus, mais le fait de réfléchir ensemble, entre départements aussi, ça nous permet de continuer à se voir et à discuter. Et puis après,
tout simplement avec les différentes informations qui vont être transmises par le management. C'est des éléments qui sont, justement parce qu'on a une hiérarchie assez plate, transmises rapidement à beaucoup de personnes en même temps. Et on va éviter d'avoir trop de leviers hiérarchiques, ce qui fait qu'une information qui peut partir du CEO va vite arriver à la personne qui vient d'arriver. Vous avez obtenu un prix en 2018, le Swiss Real Estate Award Winner. Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que ça vous a permis de passer un cap, un levier? Parce que vous le mettez quand même assez en avant sur le site. Donc, qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors, personnellement, ça a été une récompense. Ça a été quelque chose que... Voilà, c'est en 2018, donc ça faisait juste un an et demi qu'on avait commencé le projet. Donc, c'était assez plaisant et gratifiant de voir que des professionnels du monde de l'immobilier avaient voté pour notre solution. D'accord, donc, c'était vraiment dans le monde immobilier, notre solution qui avait été choisie. Et ensuite, effectivement, c'est quelque chose qui est beaucoup mis en avant parce que c'est une manière aussi pour nous de crédibiliser notre solution et de montrer effectivement au marché que voilà, notre solution est une bonne solution. C'est aussi pour ça qu'on met en avant beaucoup nos clients, notamment à travers des témoignages. Donc c'est une manière pour nous de prouver en toute transparence que notre solution fonctionne, qu'elle est justement justifiée et puis qu'elle est appréciée et puis acclamée par nos clients. Dans un secteur où on sait qu'il y a une certaine compétitivité entre les différents acteurs, est-ce qu'on parle chiffres chez Néo? Est-ce qu'on parle performance? Est-ce qu'on parle nombre de transactions à faire, etc.? Oui, ça c'est un des éléments qui fait, je pense, on a beaucoup parlé de valeur, mais un des éléments c'est beaucoup je dirais l'efficience et puis les éléments propres au digital que sont l'utilisation des données. Et l'utilisation des données, on les processe pour notre utilisation interne et externe. Externe, ça va être justement la mise à disposition de toutes les données qu'on peut observer sur la commercialisation d'un bien, et de la partager avec notre client pour qu'il remarque en toute transparence la performance ou non. Et ensuite, à l'interne, oui, on parle beaucoup de chiffres, on mesure beaucoup de choses. Et surtout, ces chiffres ne sont pas conservés par le management, ils sont transmis et partagés avec les équipes. Parce qu'au final, ces chiffres, ils viennent des équipes terrain, des équipes au bureau. Et c'est des éléments, tout ce qui est taux de conversion, tout ce qui est chiffre, tout ce qui est performance de vente, c'est des éléments qui sont très présents, mais qui sont connus par une grande partie de personnes. Et à ton avis, quel effet ça a sur les collaborateurs, justement? C'est un effet... Alors, il faut bien le maîtriser, c'est-à-dire qu'il faut bien le structurer et surtout bien l'expliquer. Parce qu'effectivement, une volée de chiffres qui est partagée à tous les collaborateurs, c'est des éléments qui parfois peuvent aussi être mal compris, qui peuvent inquiéter, qui peuvent parfois réjouir, alors que c'est des éléments qu'on devrait peut-être améliorer. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on doit faire correctement. Par contre, ça a un effet, en tout cas on l'observe chez nous, qui est assez bénéfique parce que tout simplement les gens sont assez considérés et ils se sentent valorisés, honorés, qu'on leur partage des éléments qui ne seraient peut-être pas partagés dans d'autres structures. Donc je pense que c'est un élément qui booste, qui est motivant. Et un autre point, c'est que c'est un élément qui permet de se situer. C'est-à-dire que les chiffres, la donnée, le digital nous permettent tout simplement de voir en fait si notre solution fonctionne et de voir si personnellement on a des choses à améliorer. Donc c'est pour ça qu'on utilise aussi beaucoup les chiffres pour nos feedbacks, pour nos rendez-vous trimestriels ou semestriels avec les différents employés, pour qu'ils puissent aussi pas uniquement qualitativement se référer, mais aussi quantitativement. Tu as démarré ta carrière par des grosses structures, Crédit Suisse, Deloitte. Après tu as goûté à l'entrepreneuriat. Tu es revenu dans une structure petite mais qui a grandi. Est-ce que tu t'imagines un jour redémarrer dans l'entrepreneuriat par quelque chose de plus personnel peut-être? Bien sûr, alors ça je dirais l'élément, une fois qu'on a à mon avis goûté à l'entrepreneuriat, c'est difficile de le quitter. Après l'entrepreneuriat il peut prendre plusieurs formes, ça peut être des projets personnels, et puis même Néo au final ça reste un projet entrepreneurial pour beaucoup de personnes à mon avis à l'interne, même en étant employé tout simplement, parce que l'entrepreneuriat reste un élément où moi je l'apparente à un élément où on peut créer des choses, changer des choses et tout de suite voir son impact sur le marché ou à l'interne ou chez des personnes. Et ça c'est un élément que je trouve super et qui continue chez Néo. Donc à mon avis, voilà, le fameux mot de l'intrapreneuriat peut être justement véhiculé. Donc, mais une fois qu'on y a goûté, c'est compliqué de retourner dans d'autres structures à mon avis. Et ce mindset d'entrepreneur, qu'on soit seul ou qu'on soit dans une structure, il était possible quand vous étiez 3-4, il était possible quand vous étiez 10, quand vous êtes 70. Tu penses qu'il le sera toujours quand vous serez 300 ?
Je pense qu'il peut l'être. Après, ça dépend aussi beaucoup des positions. C'est-à-dire que lorsqu'on se structure, lorsqu'on atteint une taille qui est déjà la nôtre en ce moment, on ne peut pas avoir 70 entrepreneurs dans une même structure parce qu'on a besoin justement de complémentarité et de spécialisation. Parce que voilà, il y a des profils ou des positions qui sont très transactionnelles, qui sont très répétitives, sur lesquelles on a plutôt besoin de personnes qui sont très organisées, qui sont très structurées, qui arrivent à imposer un processus et à le suivre, et qui s'y plaisent aussi, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les entrepreneurs, parce qu'on pense plutôt l'entrepreneur comme quelqu'un qui peut vraiment être touche à tout, et puis se débrouiller dans des domaines dans lesquels il n'a pas forcément une expertise au départ. Donc je pense que voilà, le mindset du challenger, de pouvoir apporter sa pierre à l'édifice, il va y rester. Après, 100% d'entrepreneurs, je pense effectivement c'est un peu compliqué. Souvent dans ces phases de croissance très fortes, il y a un risque assez grand pour les entrepreneurs d'engager de nouvelles personnes parce que ça veut dire plus de coûts fixes. Comment est-ce qu'on gère ça justement, de prendre ce risque, d'alourdir la barque ? Oui, effectivement, la gestion des coûts fixes, c'est un élément qui est très très important et puis qui arrive assez rapidement au sein de la structure. On a toujours tendance à vouloir engager des personnes qui apportent du revenu, qui sont justement des profit centers et puis pas des cost centers. Nous, la façon dont on a fonctionné, effectivement, on a voulu engager des personnes qui pouvaient développer la société, qui pouvaient apporter du revenu pour pouvoir justement grandir assez vite. Mais on a un élément. Comme on est une société de service, on reste redevable de la qualité et de la réactivité face à nos clients. Donc la façon dont on structure, la façon dont on recrute en dehors de la génération du revenu, on justifie beaucoup de nouveaux coûts fixes à partir du moment où on considère qu'on peut améliorer notre qualité, notre expérience client et notre réactivité. C'est pour ça qu'on a par exemple mis en place un département de formation, notamment pour pouvoir continuer à développer et à entraîner au final nos agents, nos coordinateurs de vente. Donc ces deux facteurs, c'est générer du revenu, structurer, mais aussi vraiment faire attention à la qualité et à la réactivité de notre service. Et c'est à ce moment-là qu'on décide d'engager des nouvelles personnes. Et donc qualité et réactivité, vous avez des indicateurs pour suivre ça ? Oui, on a des indicateurs. Alors, il y a plein d'indicateurs, mais l'indicateur de la qualité, ça va être par exemple les témoignages des clients. On fait des feedbacks réguliers avec nos clients, qu'ils aient vendu ou qu'ils soient en cours de vente avec nous. C'est aussi la perception de la qualité interne, c'est-à-dire qu'on réfléchit à la qualité externe de notre service, mais on est bien conscient qu'on doit apporter une qualité de vie, une qualité d'employé au final qui soit au niveau. C'est pour ça aussi que rapidement aussi on a mis un département de ressources humaines, un département de formation et aussi une structuration du processus qui permet justement à chaque employé de pouvoir s'amuser et puis vraiment se plaire dans son métier. Et au final, ça se répercute toujours face aux clients. Nous sommes arrivés au terme de cette rencontre avec Vincent. On a compris en l'écoutant, la croissance très rapide de Neo a été possible grâce à la culture de l'entreprise, à ses valeurs, dont l'efficience qui est rendue possible par une hiérarchie très plate et donc des responsabilités fortes pour toutes les collaboratrices et les collaborateurs. Un autre élément de structuration dans l'aventure Neo, c'est le digital, qui permet l'optimisation des processus et qui permet de libérer du temps sur la valeur ajoutée pour les clients. Moi, j'ai bien aimé également comprendre comment Neo a vécu les 3 phases de sa croissance. D'abord, 3-4 fondateurs avec des personnes qui sont multitask, touche à tout, où tout le monde fait tout et donc est au courant de tout. Puis il y a ce premier palier vers 8-10 personnes où l'entreprise commence à fonctionner par projet et où les gens ne sont plus forcément au courant de tout. Ensuite, le nouveau palier vers 20 personnes avec le recrutement de personnes qui amènent une compétence très spécifique et d'autres visions. Et enfin, au-delà de 50 personnes. Évidemment, l'enjeu quand on engage toutes ces personnes, c'est de les garder. Et pour les garder, pour les fidéliser, Neo implique ses employés autour d'un projet en développement en respectant ses valeurs et une hiérarchie assez plate où l'information circule bien. Et si vous souhaitez aller plus loin avec ces notions, je vous recommande le livre de John Doerr, Mesurer ce qui compte, où vous pourrez vous familiariser avec la méthode des OKR, Objective Key Results.